Bienvenue à ce troisième rendez-vous de la 6e saison du cycle numérique. Cycle numérique organisé par un certain nombre d'associations bruxelloises, dont la concertation, Point Culture Bruxelles, Culture et Démocratie, Action Médias Jeunes, la Maison du Livre, les Centres Librex, le collectif Formation Société, les CESEP et Xara. Donc, un collectif qui s'appelle Punch pour un numérique critique et humain. Et on va aborder aujourd'hui plusieurs questions qui sont ancrées justement dans la 6e saison, qui veut discuter, réfléchir, évaluer l'impact du numérique sur différentes activités quotidiennes des personnes, les travails, les différentes démarches, etc., etc. Avec moi, la voix off qu'on ne voit pas dans la caméra. Donc moi, je suis la peau de la concertation. Avec moi, il y a Guillermo Kozlowski du CFS. Et je lui demande d'introduire un peu la séance d'aujourd'hui et puis on présentera les invités et les intervenantes avec nous. Merci Lapo de la voix off. Alors, cette rencontre s'inscrit, comme tu le disais tout à l'heure, dans un cycle qui est en place depuis déjà 5 ou 6 ans et qui avait commencé avec l'idée que le numérique était un enjeu qu'il fallait prendre en compte. Alors à l'époque, quand depuis les social, les socioculturels, les militants, etc., on disait qu'il fallait s'en occuper puisque ça allait modifier notre quotidien, ça allait non pas tout changer, mais ça allait pas non plus être anodin. On nous disait souvent que bon, peut-être pas, que peut-être c'était une préoccupation des riches ou des gens qui n'avaient pas des préoccupations sérieuses. Et les types d'interventions qu'on pouvait avoir à l'époque, c'était essentiellement des intellectuels ou des chercheurs, etc., qui repéraient des changements ici ou là, dont ils expliquaient les effets qu'ils peuvent avoir, etc., mais souvent des changements très partiels, locaux, difficiles à repérer, etc. Ou alors des gens qui nous disaient, oui, ça va changer des choses, ça va changer à l'avenir des choses, vous allez voir, vous allez voir. Or, aujourd'hui, il y a une chose qu'on peut au moins affirmer, c'est qu'on voit. À partir de la crise du Covid, tout n'a pas changé, mais tout ce qui était déjà sur place s'est accéléré à une vitesse exponentielle. Alors, on voit que ce n'était pas une question des riches, que c'est une question qui touche au contraire beaucoup plus les gens qui étaient déjà exclus d'une manière ou d'une autre. Et on peut citer comme ça notamment l'intervention qu'il y a eu il y a une semaine des gens du travail social en lutte qui expliquaient que voilà, qu'une énorme partie de leur travail maintenant, c'est aider les gens à avoir des adresses mail ou à remplir des formulaires, etc. Et que ce n'est plus du tout une question de confort, mais c'est vraiment une question de vie quotidienne. C'est-à-dire, c'est inscrire les enfants à l'école, c'est avoir accès à la mutuelle, c'est avoir accès à tel ou tel service public, etc. Donc, c'est vraiment la vie quotidienne qui a été modifiée. Et modifié d'une manière bien compliquée pour beaucoup de monde. On voit aussi, et je pense que c'est intéressant à signaler, que maintenant que le numérique est tellement le quotidien, il commence à devenir pensable aussi pour toute une catégorie des gens dont on pensait que l'appétit pour le numérique allait être infini, c'est-à-dire notamment les jeunes urbaines, etc., qui commencent à nous dire, bon, là quand même, il y a un peu ras-le-bol du numérique, ou en tout cas, moi, il y a des choses sur lesquelles il vaut mieux qu'il n'y ait pas de numérique, ou le numérique nous prend la tête là-dessus, etc. Donc, sans aller beaucoup plus loin dans cette introduction, je pense que ce n'est pas nécessaire, on reviendra tout à l'heure dans la discussion. Il y a le fait que désormais, oui, le numérique fait partie
de notre quotidien, s'occuper des pensées. Qu'est-ce qui se passe avec ces numériques? Qu'est-ce que ça modifie dans nos vies? Comment ça les modifie? Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Bon, c'est une question qui est une question de vie quotidienne. Ce n'est plus du tout une question de confort. Or, une des questions qui commence à nous poser de plus en plus problèmes là-dessus, c'est que d'un point de vue officiel, institutionnel, etc., la seule réponse, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout dans la numérisation, le plus vite possible. J'entendais tout à l'heure que c'était, par exemple, l'une des conditions pour les aides qui sont accordées aux États en difficulté par rapport au Covid, c'est qu'une partie substantielle de cette aide passe dans la numérisation. Comme si la numérisation, c'était d'office nécessaire et bonne. Alors, pouvoir voir ce qui se passe là-dedans, je pense que ce serait vraiment intéressant. Et il serait intéressant de pouvoir penser le numérique de manière un peu plus complexe, un peu plus nuancée, que juste dire, bon, bah, il y a une fracture, il n'y a pas une fracture, on voit bien que la fracture est bien plus complexe que ça. Hein. Nous-mêmes, ici, avec 5 ou 6 informaticiens à disposition et énormément de gens formés à l'informatique et habitués à travailler avec, on a eu énormément de mal à émettre en direct. D'ailleurs, on a dû passer à une version enregistrée puisqu'on n'est pas arrivé. Or, je pense que mettre ça... disons, en regard avec ce que ça peut être quelqu'un qui essaye d'inscrire ses enfants à l'école pour la 15e fois et que ça ne marche pas, et que là, pour le coup, c'est vraiment de toutes autres conséquences que, bon, voilà, on n'a pas un live, bon, on le passera en différé. Ça peut être déjà une idée intéressante. Et plus près de ce qui est notre proposition d'aujourd'hui, et peut-être pour là, du coup, donner la parole à là pour qu'il présente nos invités. Je crois qu'une autre des solutions qui a été donnée massivement, c'est, bon, d'une part, dire on va financer du matériel, et d'autre part, faites des ateliers informatiques. S'il y a des problèmes, faites des ateliers informatiques, formez les gens. Alors, peut-être qu'avant de dire que c'est la solution universelle, ce qui serait intéressant, c'est de tenter ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire de penser avec ceux qui, depuis 20 ans, font des ateliers informatiques, quels sont les enjeux, les manières, les limites, les manières de faire de ces ateliers-là. C'est-à-dire réfléchir à partir de l'expérience qu'on a déjà, plutôt que proposer un solutionnisme magique. Voilà, merci Guillermo. Donc, ce rendez-vous d'aujourd'hui s'appelle L'humain dans les affres du numérique. Je présente les intervenants qui sont avec nous. Lauriane Poliak, coordinatrice des activités du réseau Caban, c'est-à-dire le collectif des acteurs bruxellois de l'accessibilité numérique, un réseau qui fédère les acteurs des terrains de l'inclusion numérique et qui a développé une expertise dans la vulnérabilité numérique, les solutions pour y remédier. Nous avons avec nous Véronique Guizin, qui est formée à la photo et au journalisme, j'aime bien l'expression, tombée dans la marmite de la création des espaces publics numériques. Il a actuellement, il gère, il coordonne l'EPN de Saint-Gilles, l'atelier du web, mais a contribué à structurer ces réseaux. Et avec nous aussi, il y a François Lambert-Lamboche, qui est échevin de l'action sociale de l'emploi des seniors et des nouvelles technologies à Uccle, et qui développe la politique d'inclusion numérique à l'échelle de sa commune. Et malheureusement, à cause des couacs que l'on a eu d'un point de vue technique, on n'est pas... Renaud Ziegler, informaticien de formation depuis 20 ans dans le secteur associatif et non marchand, et qui reprend la coordination et l'animation de l'EPN du Centre culturel des Verts en septembre 2020. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous. Mais voilà, je peux déjà lancer une première question qui, je pense, intéressera beaucoup les gens. Et je la lance en m'adressant directement à Véronique. Qu'est-ce que c'est un EPN? D'où vient l'idée et quelle est l'évolution de ces espaces publics numériques?
Alors je me démasque, c'est un peu plus simple pour parler. Alors en EPN, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un espace public numérique. Hein. Donc c'est un espace dans lequel il y a du public et du numérique. Voilà, merci, au revoir. Non, pour être plus complète, en fait, c'est un espace dans lequel on intervient auprès du public qui est juste en difficulté au niveau de l'accès. C'est assez simple, ce sont des cyberespaces, je dirais, publics. Alors moi, je peux parler personnellement de mon expérience qui est liée à l'atelier du web dans lequel je travaille depuis 15 ans, qui est le deuxième EPN que j'ai co-construit, parce qu'à l'époque, j'ai travaillé aussi en 2000 dans un EPN à Anderlecht. Et donc l'idée, en fait, moi je me suis retrouvée là-dedans un peu par hasard après des études de journalisme. Et je me suis intéressée au fait que pourquoi le savoir n'était pas accessible à tous. Et donc l'idée de transmettre effectivement, d'enseigner cet outil qui était magique à l'époque, en 2000, auprès du public, qui était Internet. Waouh, grosse révolution. Qui est une révolution énorme, au niveau social surtout. Et alors, les EPN sont vraiment des outils, je dirais, ce sont presque les seuls outils efficaces au niveau de l'inclusion numérique. Quand on parle d'inclusion numérique, on parle d'office d'EPN. En tout cas, si on n'en parle pas, c'est qu'il y a un gros souci. Et moi, pour travailler dans ce domaine-là, aussi bien au niveau de la coordination d'EPN, mais aussi bien au niveau du réseau des espaces publics numériques, je constate qu'effectivement, depuis... moi, je travaille dedans donc, depuis 2000-2001, et dans les EPN, ce qu'on en fait à l'intérieur des EPN, on ne fait pas grand-chose de différent entre 2021 et 2001. C'est-à-dire que le contenu des ateliers, de l'aide numérique que l'on apporte au public, est toujours lié à ouvrir une boîte mail, créer un compte mail, envoyer une pièce jointe, comment scanner un document, comment mettre une photo sur son ordinateur, comment l'envoyer à quelqu'un. Donc ce sont vraiment des besoins de base qui, évidemment, actuellement, sont devenus très, très urgents. Enfin, ils ont toujours été dans l'urgence. On a toujours eu du public dans l'urgence, mais qui sont des besoins qui sont actuellement liés au quotidien. Donc effectivement, ne pas savoir maintenant utiliser un ordinateur, actuellement, n'était pas la même chose de ne pas savoir utiliser un ordinateur il y a 20 ans, mais ça reste quand même, ça a toujours été quand même considéré comme un problème de ne pas savoir le faire. C'est-à-dire que si on n'a pas effectivement d'espace public numérique suffisant sur un territoire, peu importe, je parle de Bruxelles ici parce que c'est un peu le domaine que je connais, mais j'ai vu d'autres EPN dans d'autres pays et la problématique était la même, hein. Même en Amazonie, j'étais en Équateur, j'ai visité des EPN, le problème était le même. Donc je veux dire, c'est vraiment un souci mondial de ne pas savoir aller sur Internet, actuellement encore plus, et effectivement avoir un espace qui est proche des gens, avec des animateurs qui sont là et qui donnent de leur énergie, de leur force, de leur concentration et de leur temps pour un public qui ne sait pas. Franchement, je pense que c'est la solution par rapport au problème qui est l'inclusion numérique. Je pourrais parler des 20 ans de ma vie dans ce domaine-là. Maintenant, je pense que les EPN sont de plus en plus visibles. On y travaille avec Lauriane beaucoup sur le réseau Cabane. On est de plus en plus écouté, on est de plus en plus visible par le public. Il y a actuellement une campagne de la région qui est diffusée. Je pense que cet outil-là, que sont les EPN, doit être aussi bien valorisé que... Alors, ce qui n'a jamais été le cas depuis 2000. Depuis le temps que je travaille dedans, c'est vrai qu'il y a un manque de visibilité des EPN. C'est un peu de notre faute aussi, mais bon, on y travaille maintenant. Je pense que c'est aussi intéressant de demander à François de parler de son expérience, de l'expérience de la commune de Uccle, et puis partir de
de témoignages de Véronique et de la réalité locale de François et peut-être aller à une échelle différente, à l'échelle des réseaux avec Lorient, si vous êtes d'accord. François? Oui, merci. Première chose, cette crise, cette pandémie, en fait, c'est formidable. C'est formidable en fait parce qu'elle met en fait la fracture numérique à l'agenda. C'est une fenêtre ouverte sur cette problématique. Alors, je dis c'est formidable, je suis évidemment un peu ironique en le disant, mais jamais on a autant parlé de la fracture numérique, jamais autant on ne s'est penché sur ce sujet et découvert en fait combien elle concerne énormément de gens. Alors on pensait jusqu'ici, la fracture numérique, oui, c'est certains publics précarisés, ce sont les seniors, ce sont des gens exclus. Mais en fait, il y a eu un baromètre voilà, des compétences numériques qui a été réalisé en Wallonie il y a 2-3 ans et qui a révélé qu'en fait, évidemment, des franges importantes de la population, certes, ont accès aux technologies, certes, utilisent un ordinateur au quotidien, mais ne maîtrisent pas des compétences un peu plus avancées. Et donc, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, alors effectivement, on peut remonter aux années 2000, au moment, en fait, effectivement, l'informatique a commencé à se diffuser largement, et notamment plus tard par le biais des smartphones. On s'aperçoit qu'effectivement, on n'a pas suivi. On n'a pas suivi cette évolution dans la formation des gens, tout simplement. Et pour beaucoup de gens, notamment de ma génération, je crois que, sans me tromper, que je suis peut-être le plus âgé ici, on a vécu ça sur le terrain, en fait. Tout à coup, on a eu un ordinateur sur notre bureau et on a commencé à se débrouiller, et puis voilà. Mais ça ne suffit pas, on ne peut pas compter comme ça sur l'auto-formation des gens, surtout, en fait, à une époque où tout s'accélère de plus en plus, où effectivement, on voit une disparition plus ou moins forcée des services de proximité. On le voit avec les banques, on le voit avec les mutuelles, on le voit avec les services publics aussi. Moi, en tant qu'échevin des nouvelles technologies, c'est un point d'attention. On ne peut pas, en fait, exclure tout le canal habituel, en fait, de contact avec l'administration, qu'est le contact, en fait, en présentiel. Et on citait effectivement le cas de jeunes qui réclament aujourd'hui de pouvoir se retrouver. Ben, effectivement, on a ce besoin. On a ce besoin d'être face à quelqu'un en direct. Et donc, effectivement, il y a un rôle qui n'a peut-être pas été bien assumé jusqu'à présent, mais qui va l'être, à mon avis, parce qu'il y aura un avant et après Covid à ce niveau-là. C'est de dire, effectivement, maintenant, il faut accompagner et offrir au public qui a un souci avec l'informatique, avec les usages numériques, la possibilité de monter à bord de ce train qui avance un peu de manière aveugle, en fait, sans se rendre compte qu'effectivement, et c'est un défaut des gens qui sont à la conception des applications, etc., c'est que pour eux, tout paraît naturel, et puis qu'ils ne se rendent pas compte qu'effectivement, ils excluent involontairement des publics de l'usage en fait et de ce qu'ils peuvent apporter, parce qu'en fait il ne faut pas non plus exclure le numérique. Le numérique apporte concrètement des solutions de facilité. Je pense que beaucoup de gens ici ne retourneraient pas au guichet d'une banque pour retirer 50 €. C'est la même problématique, et donc on est face à des bienfaits, enfin des acquis du numérique qui effectivement participent à faciliter la vie quotidienne, mais on doit faire attention, et ce qu'on n'a pas bien fait jusqu'à présent, il faut le dire, à effectivement permettre à chacun d'accéder. C'est une question de démocratie en fait, tout simplement. C'est cet accès au numérique, qu'il soit financier ou qu'il soit surtout sur le plan des compétences. Merci. Et justement, entre la théorie et la pratique, il y a une fracture. Et une fracture qui a apparemment plusieurs définitions, plusieurs degrés. Et donc, je demande justement à Lorient de partager déjà une vision d'ensemble différents EPN et peut-être nous éclaircir par rapport à ces définitions. Et je lance une petite phrase qui nous a, pour en discuter après, qui nous a un peu intrigué et inquiété pendant nos réunions de préparation. Et c'est la phrase, je pense, dans les baromètres d'inclusion numérique publiés par la Fondation Roi Baudouin, c'est que les 32% des Belges manquent
manquent des compétences numériques. Voilà. Déjà, la formulation de la phrase est particulière, mais je te donne la parole, Lauriane. Merci. Voilà, merci. Donc effectivement, on estime que 32% des Belges manquent de compétences numériques. Et en fait, ça, c'est lié à ce qu'on appelle du coup la fracture numérique. En fait, c'est un terme qui est calqué sur le terme de la fracture sociale. Sauf qu'en fait, le terme fracture numérique est de moins en moins adapté. En fait, la fracture numérique, c'est un phénomène assez complexe, avec plusieurs degrés en fait, de fracture. Du coup, on peut plutôt parler de vulnérabilité numérique ou d'exclusion numérique. C'est un petit peu plus approprié maintenant. Et en fait, on distingue du coup plusieurs nuances dans cette fracture numérique. Donc la première, c'est l'accès. C'est-à-dire, on parle de personnes qui n'ont absolument pas accès à Internet ou à un ordinateur. Ça, on estime que ça concerne 8% des citoyens en Belgique. Et donc, du coup, les espaces publics numériques sont des lieux privilégiés pour avoir un accès. Mais à ces 8% de personnes qui n'ont pas du tout accès à Internet et à un ordinateur, on a aussi le fameux 32% de personnes qui n'ont pas les compétences de base. Et donc, en fait, là, on parle de personnes qui ont du coup un smartphone ou un ordinateur et une connexion Internet, mais qui ne savent pas assez bien s'en servir pour être intégrés dans la société numérique. Donc, c'est-à-dire, c'est des gens qui, par exemple, comme on voit dans les EPN, ne savent pas envoyer un email tout seuls, n'ont pas de boîte mail, n'arrivent pas à se créer un compte eux-mêmes. Donc, ils ont un outil formidable, mais ils ne savent pas l'utiliser. Et en tout cas, du coup, cet outil ne leur permet pas d'accéder maintenant, par exemple, au marché de l'emploi, qui est très fortement, de plus en plus conditionné à la maîtrise des outils numériques, ne serait-ce que pour sa recherche, pouvoir créer un compte sur Actiris, pouvoir regarder des offres en ligne, pouvoir faire des candidatures en ligne. Si on ne sait pas maîtriser l'outil un minimum, c'est absolument impossible d'accéder à une grosse partie du marché de l'emploi. Et donc, du coup, on se retrouve avec de plus en plus de personnes qui, à divers degrés, n'arrivent pas à maîtriser l'outil, à des degrés plus ou moins sévères, à tel point que maintenant, on parle même d'un 3e degré qui, lui, concerne l'accès aux droits. Donc, c'est vraiment un aspect très important. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus de démarches sont dématérialisées. Il faut pouvoir accéder aux services publics en ligne, ne serait-ce que, par exemple, pour déclarer ses impôts ou pour faire une demande d'aide au CPS. Maintenant, il faut passer de plus en plus en ligne, surtout depuis le Covid où les guichets sont fermés. Et du coup, on se retrouve avec des personnes qui maîtrisent le numérique, mais qui malheureusement ne le maîtrisent pas assez pour pouvoir accéder efficacement à ces droits. Et donc le problème tient en partie au fait que, comme le disait François, les applications et la digitalisation des services publics ont été faites par des personnes qui connaissent très bien l'informatique, qui connaissent très bien le langage administratif et pour qui c'est assez simple de remplir un formulaire. Et donc, du coup, ça devient crucial de pouvoir tester en fait, les applications privées, donc les services bancaires, comme les applications publiques, auprès de publics qui ont un accès au numérique, mais qui ne maîtrisent pas forcément toute la complexité du numérique pour que vraiment le plus possible de citoyens puissent y avoir accès. Et donc, au niveau des structures d'aide pour les citoyens pour accéder à leurs droits et à leur accès au numérique, donc il y a les espaces publics numériques qui sont les meilleurs outils. Et donc à Bruxelles, on compte une 20aine d'espaces publics numériques, une 30aine d'espaces publics numériques. L'offre est assez diverse selon les communes. Il y a des communes qui disposent d'un EPN communal comme à Saint-Gilles ou à Uccle, et des communes où l'accès au numérique est un petit peu plus difficile. Et à Bruxelles, ce qui est très spécifique, c'est que les espaces publics numériques sont extrêmement divers, c'est-à-dire qu'on a des structures communales, et on a aussi des EPN qui sont apparus dans des ASBL, c'est-à-dire que par exemple, vous avez une ASBL qui faisait une école de devoirs et qui constatait que leurs élèves avaient besoin d'un accès au numérique pour pouvoir justement étudier correctement, pour pouvoir avoir une chance plus tard sur le marché de l'emploi. Et donc, des structures comme des écoles de devoirs ont créé des espaces publics numériques pour leurs élèves, ensuite pour les parents d'élèves, ensuite pour les habitants du quartier. Et donc, à Bruxelles, ce qui est très intéressant, c'est que les espaces publics numériques répondent vraiment à des besoins locaux qui ont émergé à partir du public. Et du coup, on a des espaces publics numériques de grande qualité au niveau de leurs relations avec leur public, parce que c'est un public qu'ils connaissent très bien depuis des années. Même quand l'EPN est nouveau, l'ASBL connaît le public depuis longtemps.
Et du coup, c'est une force à Bruxelles. Merci Lauriane. Je ne sais pas si tu as des commentaires, Guillermo. Peut-être plus une question qu'un commentaire pour essayer justement de désagréger un peu cette espèce d'énorme amalgame qu'on appelle le fracture numérique qui commence à devenir un peu contre-productif, non? Parce que ça devient simplement... oui, on oublie maintenant. Non, donc peut-être essayer de défaire un peu cette espèce de nœud monstrueux qui est l'idée des fractures numériques qui, pour finir, est juste une manière de désautoriser les gens. C'est-à-dire, voilà, vous êtes du mauvais côté de la fracture numérique, vous n'avez pas les compétences qu'il faut, donc bon, c'est votre problème. Et tu vois, quand on disait avec là pour la question de formuler en termes de qui a des manquements en termes de compétences numériques, ou il y avait un projet, je ne sais pas s'il a été adopté en Wallonie, c'est Antoinette Roubroy qui en parlait, qui était de parler des manques de maturité numérique, c'est-à-dire qui est un truc quand même relativement monstrueux, parce que c'est vous n'êtes plus un adulte si vous ne savez pas envoyer un mail, c'est pas rien en fait, hein. C'est-à-dire que revenir à l'idée que certaines personnes ne sont pas des citoyens à part entière parce que ils ont, comme par exemple maintenant on fête Napoléon, c'est exactement ce que les codes napoléoniens disaient des femmes, c'est-à-dire qu'elles étaient éternellement des enfants. Donc revenir au code napoléonien, ça fera peut-être plaisir au président voisin. Ça semble un peu bizarre cette histoire des fractures numériques. Mais peut-être pour commencer à défaire un peu cette histoire-là, voir quelque chose qu'on avait déjà discuté avec Lauriane il y a quelques temps, qui est le fait que de plus en plus on mélange le fait d'avoir des compétences numériques avec des types de formulaires qui sont compliqués en eux-mêmes. Donc on va dire, oui, les gens, ils n'arrivent pas à remplir les formulaires. Mais pourquoi les gens, ils n'arrivent pas à remplir les formulaires? C'est parce que les formulaires, ils sont très compliqués. C'est-à-dire que c'était déjà le cas. Mais à partir du moment où il y a eu les télétravail avec les Covid, etc., toute une série de formulaires qui étaient remplis par des professionnels ont été mis en ligne, et on a dit aux gens, débrouillez-vous avec ça. Et là, c'est plus une question des compétences numériques, c'est pas ça. C'est que quand on est dans une situation un peu compliquée ou qu'il faut remplir, etc., c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que pour le coup, ça agrandit la fracture sociale. Parce qu'il y a des gens qui sont dans une situation familiale très simple. C'est beaucoup plus simple parfois de remplir un formulaire pour inscrire son enfant à l'école ou pour la mutuelle, etc. Ou si on n'a pas besoin de remboursement tout de suite, c'est moins difficile. Ou si on a un emploi salarié, etc., c'est plus facile que si on est en intérim, etc. Donc ça fait que la fracture numérique, enfin, ou en tout cas la difficulté que toute une série de populations ont avec ça grandit avec les numériques en fait, et qu'on fait passer ça par comme si c'était un manque de compétences, et qu'en même temps on demande aux animateurs, tu disais des EPN, eux s'en occuper comme si ce n'était qu'une question technique. Oui, en effet, la digitalisation de beaucoup de services c'est un petit peu faite sans les citoyens. Les citoyens étaient un petit peu forcés, eux, de s'adapter à ce modèle, sans y être bien préparés, c'est-à-dire sans avoir la formation non seulement informatique et numérique préalable, mais surtout, il y a des formulaires administratifs qui ont un langage complexe. Du coup, ça exclut une partie de la population qui ne maîtrise pas forcément le langage administratif, qui est compliqué en lui-même. Il y a des gens qui ne sont pas assez alphabétisés ou pas du tout alphabétisés, et pour qui c'est d'autant plus difficile. Donc en fait, on cumule les difficultés, surtout lorsqu'on parle de l'accès aux services publics et privés. Ça devient très difficile pour la population. Et le résultat, c'est que les administrations sont un petit peu déchargées en fait, sur les citoyens de cette charge de travail. Maintenant, il y a moins de guichets, il y a moins de professionnels pour remplir les dossiers. Et du coup, ce qui fait aussi que ça met du travail sur la population, un travail pour lequel la population n'est pas formée, mais aussi sur les animateurs multimédia dans les EPN, à qui maintenant, et de plus en plus depuis la crise du Covid, on demande de faire des démarches administratives. Et du coup, c'est très compliqué pour des animateurs multimédia qui ont leur EPN à gérer,
de devoir faire des démarches pour le public, et parfois des démarches qui touchent faire un dossier pour le CPAS, être en contact avec des données de santé des personnes, être en contact avec les données bancaires des personnes, créer un compte pour pouvoir déclarer les impôts en ligne. Mais je pense que là-dessus, je peux plutôt passer la parole à Véronique et François sur le travail des animateurs. Et qui sont les animateurs? Est-ce qu'eux-mêmes sont assez formés pour faire ces démarches? Donc, voilà, oui, Véronique, effectivement, qui sont les animateurs et animatrices multimédia? Comment sont-ils ou elles formés? Quel type de travail, quel type d'outils ils ont la possibilité de mettre en place? On peut faire effectivement un peu un passage entre les PN de Saint-Gilles et les PN de Uccle. Alors, entre PN, c'est vrai, souvent, on n'a pas toujours on se connaît pas toujours non plus. Et puis, on n'a pas toujours les mêmes animateurs ou la même qualité d'animateur. Qualité, je parle de compétences aussi. Alors, bon, les animateurs multimédia sont des espèces de super-héros de l'informatique. On parle de moutons à 5 pattes. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont multitâches à 200%. Ce sont des gens qui savent aussi bien monter un réseau informatique. Enfin, moi, à l'époque, j'étais animatrice multimédia. Je sais faire des câbles RJ45, pour ceux que à la main. Donc, en fait, on se retrouve, ce sont des gens qui ont des compétences qui partent un peu dans tous les sens, je dirais, qui soient liés au numérique. Mais d'abord, avant tout, ce sont des pédagogues. Ce sont des gens qui ont une compétence pédagogique qui fait que la personne en face d'eux est rassurée d'abord. Donc leur rôle est vraiment de rassurer les gens au début parce qu'on reçoit beaucoup de public qui est là d'abord dans l'urgence, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi qui est un public qui a très très peu confiance en soi parce que il ne sait pas le numérique. Donc voilà, je ne sais pas, je suis nulle en informatique. Je suis nulle en Internet, je suis nulle, et donc je suis nulle. Et ça, c'est le nombre de fois où on peut entendre ça dans un EPN, c'est assez choquant parfois. Donc je leur dis à chaque fois, moi, bienvenue parmi les autres nuls, parce que moi je suis nulle en cuisine, je ne sais pas voilà, bien cuisiner, quoique ça se discute. Mais ce sont vraiment les animateurs multimédia, ce sont des gens d'abord alors, à l'atelier du web particulièrement, on a une équipe qui est là depuis longtemps. C'est-à-dire, je travaille avec des gens qui sont des animateurs depuis une dizaine d'années et qui ont des compétences d'infographistes à la base ou des compétences d'éducateurs ou des compétences de web designer, mais qui ont envie de donner de leur temps pour les autres. Et c'est vrai que c'est aussi la deuxième qualité, je dirais, qui est liée à la pédagogie aussi, qui est d'être un être humain par rapport à un autre être humain, et on est là pour vous aider. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les animateurs. Alors, il faut savoir qu'à Bruxelles, et là je parle le plus au niveau bruxellois, il existe effectivement 25 animateurs mi-temps, plus ou moins. Sur un territoire bruxellois de beaucoup d'habitants. Je suis nulle en chiffres. Mais on considère qu'il y a 170 000 fracturés numériques ou personnes qui ont du mal avec le numérique, et peut-être plus certainement. Et quand on calcule un peu la chose, les besoins en termes d'animateurs multimédia à Bruxelles sont en fait quadruplés. C'est-à-dire qu'on considère qu'un animateur plein temps pourrait s'occuper de 1000 personnes, par exemple, et si on parle de 170 000 personnes. Donc, ça veut dire que le nombre d'animateurs multimédia sur le territoire bruxellois est vraiment totalement insuffisant. Ceci étant lié au fait qu'il y a actuellement, et depuis des années, peu de moyens pour engager des animateurs multimédia. Les EPN sont soit des espaces publics numériques communaux, soit des ASBL. Et maintenant, bon, c'est en discussion. On est en train d'essayer de trouver des solutions. La région nous écoute très très fort et on est dans des bonnes discussions en voie d'avoir des solutions pour pouvoir financer les animateurs multimédia. Mais c'est un métier en avenir, c'est un métier qui est très fort, très très fort sollicité depuis la crise du Covid.
Mes animateurs, enfin pas les miens, mais ceux qui travaillent avec moi, sont sollicités pour faire toutes sortes de choses, mais aussi, je dirais que maintenant, on parle de monsieur, madame, tout le monde. À l'époque, quand moi je travaillais dans ce qui était inclusion numérique, on parlait de public fragilisé socialement. Maintenant, je pense qu'on parle même de classe moyenne. Donc, c'est vraiment pas lié aussi uniquement à des compétences, à une problématique sociale, enfin de financement. C'est aussi lié à un problème d'apprentissage. Et je pourrais parler des jeunes qui maintenant, effectivement, sont aussi de plus en plus fracturés numériquement. Et on ouvre la porte beaucoup aux jeunes actuellement parce qu'ils n'ont pas toutes les compétences pour utiliser un ordinateur. Souvent, ils n'ont même pas eu l'occasion dans leur vie d'utiliser un ordinateur. Une tablette, oui, un smartphone, oui, mais un ordinateur, non, parce qu'ils n'en ont pas eu, tout simplement. Voilà. Et justement, avant de passer la parole à François, j'ai une petite curiosité qui me vient à l'esprit juste maintenant. C'est quoi les parcours d'un animateur ou d'une animatrice multimédia? En général, et j'imagine que c'est, comme tu as dit, c'est un métier qui est en train de se structurer, mais j'imagine qu'il y a un parcours privilégié pour y arriver. Alors, il existe un centre de formation à Bruxelles qui est CEF 2000 qui forme des animateurs multimédia. Il existe aussi des ASBL comme Fobagra et Max Vezetoué qui sont des ASBL qui forment des animateurs multimédia qui sont au départ des articles 60 et puis deviennent animateurs multimédia, ils les mettent sur le terrain. La majorité des animateurs multimédia que je connais qui sont restés dans le métier, parce que beaucoup bougent aussi, hein, ce sont des gens qui ne restent pas plus d'1 an ou 2 ans vu qu'il n'y a pas de financement pour les payer, donc ils bougent, ou alors ils bougent d'EPN en EPN, ça aussi. Et en général, ce sont des profils, ce sont des personnes qui ont déjà travaillé avant, qui ont déjà un métier en main, qui ont déjà une expérience souvent, et qui veulent se recycler dans le temps pour les autres. Il y a un côté bénévolat derrière. Souvent, par exemple, à l'atelier du web, nous, on a formé une vingtaine de bénévoles en 15 ans d'ouverture. On a formé une vingtaine de bénévoles et ce sont tous des gens qui ont voulu donner de leur temps. Et au niveau des compétences ou des diplômes, effectivement, ils ont, je dirais, déjà une compétence solide ou un diplôme pas très élevé non plus, mais qui fait en sorte qu'ils savent travailler dans un métier et connaissent le monde du travail. Donc très bien, là, c'est vraiment des personnes qui soignent l'humain dans le numérique plutôt que soutenir la démarche numérique. Et justement... Peut-être juste, il y a une question, parce que c'est un tout petit peu lié à ça. Si tu peux aussi donner un tout petit peu, enfin, ou vous pouvez donner un tout petit peu une idée des, finalement, concrètement, à quoi ils forment. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils voient? Des gens qui ne savent pas envoyer des mails, qui ne savent pas aller sur les réseaux sociaux, qui ne savent pas faire des visioconférences, qui... Alors, ça va vraiment, ça dépend des EPN aussi, hein, mais à l'atelier du web, on va vraiment de niveau de base. Donc, quand je parle de niveau de base, pardon, c'est clavier, souris, et puis jusqu'à avoir un email, envoyer un email. Une fois que cette personne sait envoyer un email, je dirais qu'il peut un peu se débrouiller en informatique. Sauf que maintenant, les compétences, comme elles sont beaucoup plus larges, on transforme un peu nos modules de formation à des modules un peu plus poussés. Donc c'est le partage de dossiers, le cloud, même peut-être la modification d'images, donc tout ce qui est photo, je dirais pas Photoshop, je l'ai dit, Photoshop, InDesign, etc. Donc création graphique et parfois même web designer pour les gens qui veulent monter leur projet, parce que tu n'existes pas si tu n'as pas de page internet, bien sûr. Et donc, maintenant, effectivement, on a des compétences qui sont, mais, je dirais, de plus en plus larges. Et c'est vrai que Lauriane en a parlé. La difficulté des animateurs multimédia actuellement est aussi de devoir faire des choses qui, au départ, ne devaient pas faire avant. Et avec des publics de plus en plus larges, de plus en plus variés. On en est à devoir passer...
1 heure sur une personne qui a un problème avec son smartphone à passer avec 1 heure avec quelqu'un qui doit envoyer son dossier de candidature pour un projet ou alors pour pouvoir postuler. On parle même de faire du CV, on travaille sur tout ce qui est l'emploi, mais faire des CV avec de l'InDesign ou du Photoshop ou voilà, des outils graphiques. Donc en fait, on demande des compétences au public qui sont de plus en plus précises aussi, pointues. Mais alors, les animateurs multimédia, eux, effectivement, doivent élargir leur panel. Récemment, l'année passée, on a travaillé beaucoup sur la programmation dans les écoles. Donc le code pour les enfants, c'était la grosse mode avant l'arrivée du Covid. Le Covid a interrompu ces actions-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'urgence de revenir à envoyer un mail en pièce jointe. Donc on n'est même plus dans le codage. Là, c'est fini. Là, on l'a oublié. Hein. On fait ça un peu pour faire un peu de robot. Mais on est dans les écoles. Nous, on nous demande de former les enfants, je dirais plutôt en humanité, mais former les adolescents à rédiger un Word, faire du PowerPoint et faire de l'Excel. Voilà. Et justement, à UCLE, et qui sont les personnes qui mènent les actions? Qui sont les actions qui sont menées? Comment vous abordez justement la question du numérique? Alors, c'est très vaste, hein, ça, comme question. Ah oui, c'est une question. Voilà, Au conseil communal, on a imposé de n'avoir qu'une question et une sous-question. Là, tu dépasses déjà. Désolé, bon, désolé. Pas de souci. Tout d'abord, revenir sur les personnes qui jouent ce rôle d'intermédiation. À UCLE, en fait, on a eu l'opportunité d'engager quelqu'un qui était animateur de l'EPN. Pour dire d'où il vient, il était coach de tennis. Les aléas de la vie ont fait qu'il s'est retrouvé au CPS et il a pu rebondir. Il a 62 ans, hein, donc c'est aussi, c'est aussi quelque chose dans son profil qui est particulier. Donc il a pu rebondir grâce en fait, au fait que l'EPN s'est ouvert, c'était en fin 2018. Et donc, il a fait son parcours là. Il s'est formé notamment via Fobagra, qui est l'opérateur de notre EPN. Et aujourd'hui, en fait, il est en situation d'avoir retrouvé un emploi. Il est en fait notre monsieur EPN, je vais dire. Sa première qualité, c'est d'être à l'écoute. Et c'est sa qualité d'accueil, en fait. C'est vraiment la personne qui incarne ce lieu. Et je pense que c'est essentiel face effectivement à un public qui arrive perdu, des gens qui se considèrent comme nuls, des gens qui ont honte. Il y a une honte aussi à oser dire que je ne sais pas maîtriser, envoyer un mail, etc. Et donc la première chose à faire, c'est effectivement d'être là, simplement à l'écoute, d'avoir de l'empathie suffisante pour faire comprendre aux gens, ben oui, ça n'est pas grave, oui. C'est considéré comme grave, mais il y a des solutions et on peut vous aider. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Les EPN, effectivement, traitent de multiples contextes. Les multiples contextes. Ici, à UCLE, il est né pour s'occuper essentiellement des chercheurs et chercheuses d'emploi. Parce que c'est un projet qui a été porté par la Maison de l'Emploi d'UCLE, et donc le focus a été mis là-dessus. Mais on s'est rendu compte, effectivement, et ça on le savait, je dirais, ça n'a pas besoin de beaucoup d'études pour savoir que effectivement, le public qui est exclu numériquement, c'est aussi les personnes âgées, c'est aussi les femmes, c'est les personnes qui ont un niveau faible de revenus, un niveau faible d'éducation, des personnes issues de l'immigration. Quand vous mixez tout ça, vous avez le ou la super exclu, parce qu'effectivement, c'est plutôt les femmes que les hommes dans certains milieux qui sont exclus du numérique. Un point important pour ces personnes, et c'est vrai que ce qu'on leur demande, c'est pas simplement, je pense que moi j'ai vu l'ouverture des premiers EPN effectivement dans les années 2000. C'était des lieux où on mettait des ordinateurs, on disait qu'est-ce qu'on va en faire, faisons des formations à Word pour les retraités. On n'est vraiment plus du tout dans ce schéma-là. Et c'est vrai qu'effectivement, ne fût-ce que maîtriser clavier-souris, envoyer un mail, c'est des compétences de base. Mais on va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin parce qu'en fait, on fait un rôle d'accompagnement. On fait de l'aidance numérique. Et il y a là, en fait, par rapport à ces personnels, une question fondamentale, c'est en fait leur statut. Il n'existe pas encore, à ma connaissance, en Belgique, un statut
qui organise en fait cette activité et qui organise et protège en fait ces travailleurs qui ont justement accès à des données à caractère personnel. Parce qu'inévitablement, mettons-nous à la place d'une personne qui a une difficulté, ne fût-ce que faire un virement en ligne, ben, elle va demander, tiens, voilà, regarde, voilà, c'est là, voilà mon code, machin, est-ce que tu peux le faire pour moi? Et donc la personne qui doit jouer ce rôle, elle est dans une situation mais très inconfortable, dans une situation dans laquelle on ne devrait pas la mettre. C'est-à-dire d'avoir accès à des données personnelles et de savoir qu'est-ce que je fais de ça. En France, le statut des données numériques a été beaucoup étudié. Il y a des chartes qui encadrent cette activité. Je pense qu'on commence à travailler en Belgique là-dessus et c'est vraiment bienvenu. Il y a des initiatives effectivement qui essaient effectivement de cadrer ce métier qu'on découvre aujourd'hui et c'est vraiment un pas dans lequel il faut aller pour protéger à la fois la personne qui exerce son métier et à la fois la personne qui fait appel à son aide. Donc ça, c'est vraiment un axe de travail, je pense, qui doit tous nous mobiliser. Et donc, effectivement, les situations pour lesquelles on vient dans un EPN sont extrêmement variées. Que l'on soit chercheur d'emploi ou chercheuse d'emploi, ben, c'est effectivement pouvoir faire son CV, mais faire son CV et pouvoir expliquer comment faire un bon CV, ben, c'est le rôle notamment de conseiller emploi. Pouvoir effectivement introduire une démarche d'aide sociale, c'est le rôle d'un assistant ou d'une assistante sociale. Et je pourrais multiplier les exemples. On fait jouer à ces animateurs multimédia le rôle de différentes professions simplement parce que le moyen d'accéder au service est l'ordinateur. Et donc ça, c'est vraiment c'est un nœud qu'on doit résoudre, qu'on doit dénouer pas dans les prochaines années, mais dans les prochains mois, je trouve. Mais du coup, disons la perspective, en tout cas des bouts de point de vue, la perspective des bouts de point de vue, en tout cas en tant que politique, serait plutôt de donner un statut aux gens qui travaillent dans les EPN. Ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Parce que, de fait, ce qui se passe mécaniquement, c'est pas tant qu'il y a une fracture numérique qui s'étend toute seule. C'est quand dans la banque, il n'y a plus des guichets ou il n'y a plus des personnels qui travaillent à la banque et qu'ils mettent en ligne les mêmes formulaires qui étaient remplis avant par des travailleurs qui étaient payés par la banque et que maintenant c'est externalisé et que c'est, disons, aux communes, à l'État, aux régions, etc., de financer des gens qui vont faire ces travaux-là quand les différents services publics vont faire la même chose, quand les différentes institutions font la même chose, etc. Est-ce que la logique, c'est de dire, bon, bah, on va financer un groupe de gens qui ne sont pas a priori formés pour ça et qui serait compliqué de former pour ça, parce que former pour ça, c'est former pour tout. Et eux, ils vont devenir responsables de tous les accès à partout, ce qui permet, enfin, ce qui pose tous les soucis à ce niveau-là et ce qui permet à tout un tas d'autres opérateurs publics et privés de se décharger de la responsabilité de donner un accès relativement universel au public à leurs services. Question très intéressante. Je dirais tous les acteurs économiques, toutes les entreprises, les banques, mais aussi tous les secteurs publics reposent sur une compétence essentielle, enfin deux compétences, lire et écrire. C'est les écoles, en fait, qui apprennent à lire et à écrire. Et donc ça, c'est le rôle par nature, effectivement, des pouvoirs publics. C'est organisé de manière différente d'un État à l'autre, d'une communauté à l'autre, mais fondamentalement, c'est quand même une mission de service public, c'est l'enseignement. Et donc, moi, je n'ai pas de souci, en fait, à ce que, effectivement, les pouvoirs publics jouent ce rôle. Parce qu'effectivement, on ne peut pas considérer, parce qu'aussi, on est acteur de cette transformation numérique, puisque nous-mêmes, on digitalise des services, effectivement, et on rend des démarches accessibles en ligne, et donc, où on automatise aussi certaines démarches. Et donc, c'est important aussi que on rende les gens, le public, conscients du fonctionnement des technologies. Et là, on rejoint un peu la dimension, et je pense qu'on y reviendra, effectivement, du codage.
le codage informatique, c'est pas juste apprendre à faire une ligne de code, mais c'est juste apprendre comment ça fonctionne en fait. Qu'est-ce que c'est un algorithme? Qu'est-ce que c'est un programme informatique? Qu'est-ce qui se passe quand je suis sur mon smartphone et que je suis sur Facebook, que je fais une recherche Google? En fait, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Et on ne sait pas en fait. Donc pour revenir effectivement, lire et écrire dans la dimension numérique, je pense que c'est la vocation naturelle et c'est important en fait que les pouvoirs publics s'en emparent. C'est essentiel parce que sinon en fait on entre dans une sorte de marchandisation de cet accès et je ne pense pas que ce soit, en tout cas moi c'est pas ce que je souhaite. En tout cas, au niveau politique. Je comprends si vous dites lire et écrire, et c'est un peu ce qu'on essayait de distinguer tout à l'heure entre avoir accès au numérique et remplir un formulaire très complexe d'une banque qui avant était rempli par un travailleur de la banque. Non pas parce que la question était que la personne qui s'adressait à ces travailleurs ne savait pas lire et écrire. Ça pouvait être le cas, mais ça pouvait être aussi parce que après c'est compliqué, enfin je veux dire, ou parce que quand il faut remplir un papier pour le chômage et que la situation est compliquée parce qu'on a été en intérim, en maladie, etc., ce qui est le cas justement des publics en difficulté et pas des publics qui vont mieux. Là pour le coup ce n'est plus une question d'accès des bases, là c'est remplacer des travailleurs spécialisés. Il est essentiel, effectivement, je parle ici au niveau du secteur public, des pouvoirs publics, de garder des personnes, des vraies personnes au guichet, que ces personnes puissent faire l'accueil et accompagner les personnes qui en ont besoin et qui à la limite, que ce soit une question de compétence ou d'envie, en fait, on peut très bien dire, non, moi j'ai envie, effectivement, d'avoir quelqu'un en face de moi, à un bureau et qui m'explique quelle est la démarche, qu'est-ce qu'on attend de moi, etc. Et qu'est-ce que je vais devoir produire comme document, parce que je n'ai pas envie de le faire derrière mon ordinateur. Et on tombe là, effectivement, un peu sur les limites du numérique et qui ont bien été mises en évidence par cette pandémie. C'est qu'en fait, on a besoin, et c'est parfois un peu trivial de dire que, en fait, je parle par exemple des personnes âgées, aller à la banque, aller à la poste, aller à la mutuelle, on en pense ce qu'on veut, mais pour elle, ça fait partie, en fait, du lien social. Alors, c'est un peu curieux de se dire, oui, mais le lien social, pour moi, c'est pas d'aller au guichet d'une banque. Moi, j'ai vraiment pas envie de perdre mon temps au guichet d'une banque. Mais, et je préfère trouver du lien social ailleurs, dans une association, dans un club de foot, un club de lecture, que sais-je. Mais pour certaines personnes, effectivement, le lien social se réduit à ça. Et effectivement, c'est toute la problématique de dire, il faut garder le canal humain ouvert, non pas à 100%, mais à 200%. On ne peut pas, en fait, fermer ces canaux-là. Alors moi, je parle ici comme représentant, effectivement, des autorités publiques, puisque je suis échevin dans ma commune. Je ne suis pas représentant des banques, des entreprises privées, mais je pense qu'elles sont confrontées aussi à ces difficultés. Mais voilà, elles sont dans un autre rapport au public que celui des services publics. Et je veux dire, c'est peut-être effectivement, je ne travaille qu'au niveau local, mais c'est peut-être aussi, il y a des réflexions. Par exemple, ne fût-ce que sur la disponibilité des guichets de banque, la disponibilité même de guichets automatiques, c'est-à-dire de distributeurs de banque qui doivent avoir une certaine densité de ces réseaux, parce qu'effectivement, il y a une nécessité d'avoir des services accessibles. Alors effectivement, je pense que c'est le rôle des services publics de garder cette accessibilité aussi sur le plan humain, donc dans le contact direct. Mais justement, c'est intéressant, tu avais mentionné, François, tout à l'heure, que c'est une question de démocratie, et en écoutant un peu parler, c'est un peu les mêmes processus que la culture en sens large a vécu dans les dernières 40 ans. On est passé par une culture élitaire, puis une démocratisation de la culture, pour aujourd'hui parler plutôt des démocraties de la culture. Et ça me semble que le numérique est en train de faire les mêmes passages, en passant du numérique pour les scientifiques et les experts vers un effort de démocratiser le numérique. Mais maintenant, c'est poser la question, comment avoir une démocratie où le numérique est intégré. Mais la différence avec d'autres moyens, mais en lien aussi avec la culture, c'est que le numérique passe aussi par des outils.
qui ont un coût, qui ont cher. Ça m'a frappé un peu une affirmation que tu as fait, François, pendant des réunions de préparation, que les outils numériques sont un peu la bagnole des années 50. Donc, c'est des outils avec un coût et avec une capacité de se rapporter, de se relationner avec cet outil. Et voilà, c'est intéressant un peu de savoir qu'est-ce que vous en pensez de ça et quelle est un peu la réalité que vous rencontrez tous les jours. Et je passe d'abord j'avais fait effectivement la comparaison pour dire, j'avais dit le PC c'est la nouvelle bagnole en fait, notamment parce que l'informatique, je disais tout à l'heure, c'est aussi la fracture numérique concerne par exemple plus les femmes que les hommes. On voit souvent qu'en fait, même dans des ménages très aisés, j'ai eu le cas en fait d'une femme qui témoignait. J'ai suivi mon mari tout au long de sa carrière à l'étranger. Il a toujours eu accès à des ordinateurs, moi jamais. Et donc maintenant à la maison, c'est lui qui fait tout. Et donc je voudrais en fait moi aussi. Et moi j'ai grandi à une époque où en fait qui conduisait la voiture, c'était papa, c'était jamais maman. Et donc ça, c'est aussi quelque chose en fait sur lequel un accès finalement de travail, de cet accès à l'informatique, c'est une question d'émancipation en fait. C'est émancipation des femmes dans les foyers où elles sont, je veux dire, discriminées par leur mari. C'est une question d'émancipation de certains publics par rapport effectivement aux sachants, on va dire, aux personnes qui ont accès et qui maîtrisent tous ces outils. Donc c'est effectivement, c'est ça en fait. Il faut mettre tout le monde au volant de l'informatique. Maintenant, moi j'aurais plutôt tendance à dire au guidon, parce que je ne suis pas spécialement pro-voiture, plutôt pro-vélo. Mais voilà, c'est vraiment ça le combat. Merci. Lauriane, tu voulais intervenir? Oui, donc du coup sur la question du coût de l'accès et des outils, en fait, ce qui se passe depuis quelques années, c'est qu'il y a un outil qui se démocratise très fort, qui est le smartphone, qui permet du coup, pour un coût en général plus faible qu'un ordinateur, d'avoir accès à Internet, d'avoir des applications bancaires, etc., d'avoir les réseaux sociaux et de pouvoir naviguer sur Internet. Aujourd'hui, on constate que c'est 82% des citoyens belges qui préfèrent se connecter avec un smartphone qu'un ordinateur. Mais alors, après, on voit une discrimination en fait au niveau de cet accès entre les personnes qui ne se connectent à Internet uniquement qu'avec un smartphone et les personnes qui peuvent avoir le choix de se connecter à Internet en plus avec un ordinateur. Et du coup, en fait, là, on voit deux usages très différents. C'est-à-dire que, ok, 82% des gens se connectent quotidiennement à Internet avec un smartphone, mais quand il faudra faire une démarche complexe, seuls ceux qui ont accès à un ordinateur pourront la réaliser efficacement. Tout simplement parce que le smartphone, c'est un outil, certes, très démocratique, qui se répand, mais il ne permet pas, en fait, d'utiliser Internet et les nouvelles technologies efficacement. Avec un smartphone, vous ne pouvez pas rédiger un CV. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas mettre en forme un document. Avec un smartphone, remplir des formulaires en ligne, c'est très difficile. Les sites ne sont pas toujours accessibles. Et le smartphone est aussi un outil qui vieillit très mal. En général, au bout d'un an, un smartphone devient lent. Les gens éprouvent des difficultés pour se connecter à Internet avec leur téléphone qui devient très lent, qui a l'espace de stockage qui se remplit. Et pour les gens, comme c'est un outil qui paraît très simple, ils ne prennent pas aussi en compte la dimension de la maintenance de leur smartphone, qui peut être complexe, en fait. Donc c'est assez paradoxal. Et donc du coup, voilà, ça devient un petit peu un marqueur social entre les gens plus aisés, économiquement et avec un niveau de diplôme plus élevé, qui en général ont le choix entre leur smartphone et leur ordinateur, et les gens qui viennent d'un milieu plus précarisé, où le seul outil de connexion c'est le smartphone, et qui eux vont éprouver beaucoup plus de difficultés. Après aussi, un smartphone c'est pas forcément un accès si avantageux économiquement, parce qu'il y a aussi le problème des forfaits mobiles. Avoir uniquement un smartphone et une connexion 4G ou 3G pour se connecter, et pour faire toutes ces démarches, et pour aussi en plus assurer pendant le Covid l'école à la maison des enfants, avoir les enfants qui vont forcément vouloir regarder des vidéos sur le smartphone. Avec ce type de forfaits qui sont plutôt des forfaits, c'est un petit peu le court terme, donc c'est un petit peu le mal des catégories les plus précarisées. On a juste un forfait 4G limité et il va être extrêmement vite utilisé par toute la famille, par tous les divers usages.
Et du coup, ça va être compliqué d'avoir accès à Internet de manière illimitée et de pouvoir faire tout ce qu'on doit faire sur Internet. Regarder un tuto pour pouvoir déclarer ses impôts, ensuite créer son compte, se connecter, ça va prendre beaucoup de connexions en fait, beaucoup du forfait mobile, et du coup les gens vont se retrouver soit à payer des frais de forfait supplémentaires, soit avoir une connexion tellement réduite qu'elle serait inutilisable. Et donc du coup en fait l'accès au numérique via le mobile est assez discriminant selon les milieux et selon les types d'usage. Donc, le smartphone je peux juste rajouter, social. Ouais. Oui, je vais rajouter par rapport au smartphone, effectivement, nous on a lancé l'année passée, à la demande notamment des maisons de jeunes, on a lancé un système de prêt d'ordinateur portable pour les étudiants. C'est encore un de nombreux projets qu'on lance autour de l'inclusion numérique. En fait, il faut savoir qu'un EPN, dans un EPN, il y a le centre de l'inclusion numérique. On essaie de réduire enfin, de résoudre le problème. Maintenant, on développe de plus en plus de projets autour qui sont plus des projets mobiles, des déplacements d'animateurs dans des structures sociales ou des déplacements d'animateurs même auprès des personnes à mobilité réduite. Donc maintenant aussi, les animateurs ils deviennent mobiles. Mais par rapport au smartphone et aux jeunes, on constate effectivement que, ce que je disais tout à l'heure, toute une génération de jeunes commence à être sacrifiée parce qu'ils n'ont utilisé que le smartphone et ils n'ont aucune compétence informatique. C'est-à-dire que maintenant qu'ils se sont retrouvés avec le Covid enfermés chez eux à devoir faire leurs devoirs en ligne, les profs se sont rendus compte que, ah ouais, mais non seulement il faut que nous, on soit vraiment top à ce niveau-là, mais en plus, il faut qu'on demande à nos étudiants d'être aussi compétents en informatique alors qu'ils n'ont jamais eu d'ordinateur. Il existe plein de jeunes de 13-14 ans qui n'ont jamais eu d'ordinateur chez eux. Tout simplement parce que les parents n'en ont pas eu les moyens ou parce que l'ordinateur appartient au père ou alors parce qu'effectivement, ils n'y ont pas droit, enfin, pour plein de raisons. Donc, effectivement, c'est une génération qui est vraiment en difficulté numérique et c'est tout nouveau. On croyait effectivement que ce n'était pas le cas. Nous, on découvre ça aussi. Et effectivement, la solution du smartphone est effectivement aussi très temporaire à ce niveau-là. Mais le smartphone qui quand même est de plus en plus utilisé pour toutes les activités administratives dont Guillermo parlait et qui permet maintenant de payer des comptes. Donc voilà, il y a une séparation sociale qui reflète une séparation économique et il y a différents acteurs et parties prenantes qui poussent dans une direction et dans l'autre. Et au centre, il y a les personnes qui essaient un peu de se débrouiller, de trouver un chemin et parfois de faire les chemins inverses parce que par exemple je parle d'une expérience personnelle, je ne sais pas si ça résonne chez vous. Moi j'ai plusieurs ordinateurs, travail personnel, j'ai des smartphones, j'étais un codeur pour 20 ans et maintenant j'en peux plus. Voilà, et donc c'est une invasion de mon temps. Si je peux me connecter à la banque, comme François disait, je l'ai fait. Si je peux trouver un guichet, je vais au guichet. Il y a une sorte de... Est-ce que vous, dans votre activité, vous faites face surtout à des problèmes de gens qui demandent d'utiliser? Mais est-ce que dans votre pratique, vous avez aussi les sentiments, l'expérience de ce type de répulsion par rapport au numérique, par rapport aux différentes démarches? Voilà. Personnes qui disent, moi je voudrais utiliser les claviers. Si je peux l'éviter, dites-moi si je peux l'éviter ou pas. Je caricature, voilà. Juste par rapport au côté social et relations sociales, les EPN sont des acteurs très très puissants dans ce côté-là parce que nous on rencontre on a beaucoup d'habitués depuis 20 ans, depuis 15 ans pardon, que l'atelier du web est ouvert. On a des habitués qui viennent uniquement parce que ils ont besoin de nous voir, ils ont besoin de voir d'autres gens, c'est un lieu dans lequel le lien social est réel et présent et ils vont
d'abord chez le boucher et puis ils viennent chez nous comme s'ils allaient effectivement à la piscine, à la bibliothèque, etc. Parce que ce sont des lieux ouverts, ce sont majoritairement ouverts. Bon, maintenant on est tous sur rendez-vous, donc voilà. Ça c'est inévitable. Ça c'est inévitable, mais on a hâte effectivement de retrouver des salles pleines avec plein de public. Il faut savoir à l'atelier du web qu'on a entre 40 et 60 personnes par jour qui viennent utiliser nos outils. On a 4000 usages par an des ordinateurs. Je parle de là, à l'atelier du web, on est très, très bien équipé. Mais on a une quarantaine d'ordinateurs. Mais effectivement, bon, c'est un grand espace. Mais effectivement, le côté de j'aimerais bien résoudre ce problème avec mon ordinateur et après, comme ça, je peux aller faire mes courses tranquilles, aller dans les bois, faire autre chose. On est effectivement dans une espèce d'excès de numérique et donc un ras-le-bol de la part du public et donc aussi une envie que ça soit vite résolu et que ce soit l'animateur qui résolve le problème rapidement. Donc il y a aussi une exigence qui n'existait pas avant. On était un peu plus dans oui, bon, je vais régler ce problème-là, non, pas longtemps et c'est pas très grave et je vous le demande pas, je vais apprendre à utiliser moi-même l'outil. Maintenant, il y a aussi une envie de se débarrasser du problème et souvent les animateurs multimédia se retrouvent avec ce problème et à devoir le résoudre eux-mêmes parce que c'est plus rapide. Donc il y a énormément les rapports sont parfois aussi très stressants entre le public et les animateurs à cause de ça, espèce de truc où on est dans des cours, on n'a pas le temps, on doit faire d'autres choses et on en a surtout marre de l'écran et ras-le-bol de cet outil. Et je pense qu'effectivement, les jeunes aussi sont très demandeurs de décrocher de leurs écrans et de retourner à l'école. Mais bon, on y arrivera peut-être. Oui, bah, je trouve vraiment très intéressant ce que tu racontes, Véronique, sur le fait que il y a aussi différentes manières de pratiquer les numériques et les pratiquer dans un endroit ouvert, en groupe, avec des gens qui justement peuvent entendre. Parce que souvent on vante le numérique avec les faits de oui, tu peux être tout seul et les faire chez toi quand tu es dans ta cuisine, mais peut-être tu n'as pas envie de passer tout ton temps tout seul dans ta cuisine. Et je crois qu'on commence à se rendre compte que c'est sympa des fois, et puis des fois c'est aussi sympa d'être ici. Donc par exemple, bon, aujourd'hui on a fait l'effort de venir tous ici, et je crois qu'on n'aurait pas la même discussion si on était chacun dans sa cuisine avec un ordinateur que ici avec avec les techniciens, nous des savoirs, etc. On ne dirait pas les mêmes choses, on ne penserait pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose, on commence à se rendre compte qui vraiment on pense avec les corps, on pense aussi là où on est, et ça je crois que c'est une piste à travailler aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste par hasard ou parce que les gens n'arrivent pas à se débrouiller chez eux, du coup ils vont dans un espace numérique, mais que ça se passe dans un espace ouvert, ça fait partie de la chose. Et il y a une deuxième question, peut-être tu dis, bon, quelque part, les gens aussi commencent les animateurs, à un moment donné, aussi commencent à en avoir ras-le-bol. Les gens en ont ras-le-bol aussi de remplir ces choses-là. C'est quelque chose, bon, je parlais tout à l'heure des assistants sociaux, c'est une chose aussi qu'ils commencent à rencontrer, c'est-à-dire qu'ils n'en peuvent plus de ces démarches numériques infinies, de passer des plombes à envoyer des mails, à recevoir des codes de vérification, à retenter de remplir un formulaire, etc. On avait discuté il y a quelques temps aussi avec des gens dans une maison de santé mentale qui nous disaient littéralement les gens ils deviennent fous parce qu'ils essayent 15 fois, etc. Et ils viennent dans des états pas possibles. Et ce qu'on essaye, c'est de remplir avec eux tel ou tel formulaire parce que voilà, ils ne sont pas plus fous que les autres. Simplement, au lieu de la 15e fois qu'ils essayent d'encoder un truc où il n'y a personne à appeler, etc., on devient dingue et on est effectivement renvoyé à soi-même, on est renvoyé à quelque chose d'extrêmement violent. Mais du coup, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous envisagez de faire aussi avec cette nouvelle réalité? Est-ce qu'à un moment donné, par exemple, il sera question que les espaces numériques ils renvoient qu'il y a des choses
voilà, que la banque, c'est sa responsabilité de mettre un travailleur qui fasse ça. C'est son boulot, c'est pas les nôtres. Que la mutuelle, c'est quand même son boulot d'avoir quelqu'un qui puisse encoder quelque chose d'extrêmement complexe. Que les syndicats puissent encoder des choses complexes quand ça regarde le chômage. Je sais pas, que la SNCB est un site où on peut appeler quelqu'un et que ça coûte pas 10 € de plus, parce que c'est justement les gens qui n'ont pas ces 10 € de plus qui ont besoin d'appeler, etc. Est-ce qu'à un moment donné, il est aussi question de renvoyer ces limites que vous constatez? Alors, avant le Covid, on le faisait automatiquement. C'est-à-dire, dès qu'il s'agissait de recherche d'emploi, on l'envoyait avec la mission locale, la personne, ou chez Acteris. Dès qu'il s'agissait d'un problème de banque, effectivement, on renvoyait. Maintenant, depuis le Covid, on a à la limite plus le choix. C'est-à-dire qu'on doit répondre, comme il y a toujours ce côté urgence qui est arrivé aussi dans ce moment particulier. Je pense que à la limite, nous-mêmes, on se dit on va s'en occuper parce que ce sera trop compliqué pour la personne d'avoir quelqu'un au téléphone, de contacter une personne, de rencontrer quelqu'un. Enfin, et donc, on s'est dit, bon, on le fait nous-mêmes et c'est plus simple. Soit on est des espèces voilà. Et alors, ça nous arrive souvent d'appeler tel service, même si on travaille dans une administration communale. Parfois, nous-mêmes, on a du mal à avoir la personne qu'il faut. Et effectivement, ça aussi, c'est d'ailleurs par rapport à nouvelles compétences d'animateur, c'est de pouvoir connaître les procédures administrative de la commune. Qui contacter en cas de question juste de changement d'adresse s'ils n'arrivent pas à le faire au niveau informatique. Comment résoudre un problème de documents administratifs, de papier, par rapport à, je sais pas, à des étrangers qui sont en train de faire leur démarche. Et donc, ça aussi, ce sont des compétences. On peut pas, on le renvoie, mais le temps que nous-mêmes, on passe à trouver des solutions à la place des gens, finalement, on est aussi perdu qu'eux, en fait. Parce qu'on n'a pas un numéro vert qui répond à toutes les réponses, à toutes les questions. Donc, ça n'existe pas. Ça devrait exister avec le diplôme d'animateur multimédia. Tiens, tu as un numéro vert, tu peux contacter Dieu et il va te répondre, comme ça tu auras la solution à tout. Ça n'existe pas. Donc, nous, on n'a pas plus de compétences supplémentaires au niveau des schémas hiérarchiques des institutions. On n'a pas le contact du directeur de la banque Fortis. Je dis des marques aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. De la pub. Mais voilà, les animateurs n'ont pas les solutions plus que quelqu'un d'autre. Donc, ça aussi, c'est un problème aussi de rapport au reste des entreprises ou des institutions ou des services publics. C'est qu'effectivement, les animateurs multimédia ne sont pas assez connus et ne sont pas assez valorisés dans leurs compétences. Et donc, on travaille beaucoup avec Lauriane sur les compétences des animateurs multimédia. Moi, ça fait 20 ans, parce que je l'ai vécu, j'étais sur le terrain, j'ai travaillé en tant qu'animatrice multimédia pendant 5 ans. J'ai dit, moi, j'ai une théorie là-dessus. Je dis, après 5 ans, tu n'as plus envie d'être animateur multimédia. Pourquoi? Parce que ça t'a bouffé toute ton énergie. C'est comme les assistants sociaux, sauf que tu n'es pas formé. Tu n'as pas de formation en tant qu'animateur multimédia, tu apprends sur le terrain. Et c'est ton expérience qui fait que tu gardes la santé, mais c'est pas un métier c'est pas un métier à long terme, je dirais. Bon, on devient un directeur, mais ça tient. Une solution. Mais pas la direction, n'est pas un métier à long terme. Non, c'est ça. Et justement, je voulais avoir un peu les mêmes impressions, la même réponse, la vie de François par rapport à ça, aussi par rapport à comment les publics, les utilisateurs, les usagers se relationnent aux EPN de Uccle. Voilà, dans différents contextes, il y a différents du service public, il y a les contextes de questionnement plus important, disons, au niveau plus théorique, plus idéaux. Puis il y a aussi, j'imagine, et tu en as parlé un peu, des projets qui sont menés, projets culturels avec certains publics, voilà, à Uccle. Alors, tu avais tout à l'heure la question de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas? Oui.
Il y a des gens qui m'accostent dans la rue, ils savent que je suis l'échevin des seniors et qui viennent me trouver en disant mais moi je ne veux pas. Hein. Je dis bah oui, bah, vous avez le droit. Vous avez le droit. Je n'êtes pas obligé effectivement de passer par le guichet en ligne. Bienvenue à la maison communale, elle est ouverte et vous pouvez toujours faire votre démarche en présentiel. C'est évidemment pas le cas partout. C'est un problème. Peut-être revenir aussi sur effectivement la complexité du métier effectivement d'animateur multimédia comme intermédiaire. En fait, elle n'est que le reflet de la complexité du monde dans lequel on vit. Effectivement, une démarche pour obtenir un droit, pour s'inscrire comme chercheur d'emploi, c'est atrocement compliqué. Ça m'arrive moi. Voilà. J'ai quand même un certain âge, un certain niveau d'éducation, une carrière professionnelle derrière moi. J'ai quand même un peu d'expérience. Ça m'arrive de ne pas comprendre effectivement qu'est-ce qu'on veut effectivement dans ce formulaire. Et ça, c'est effectivement, ça n'a rien à voir avec le numérique. C'est juste le mode d'organisation de notre société qui est comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on demande parfois pour certaines démarches tel ou tel document et à la limite, si c'est juste un acquis. Et vous posez la question, par exemple, à quelqu'un dans une administration, mais pourquoi est-ce qu'on demande ce truc ? Bah, je ne sais pas, on a toujours demandé ça. Voilà. Et donc, c'est vraiment une question de culture, alors du coup, des services publics, de se dire, est-ce qu'on est accessible dans ce qu'on propose comme démarche, en fait, est-ce qu'effectivement, alors, proposer à quelqu'un dans une administration de produire une page web pour présenter, je sais pas, un nouveau service, quelque chose. Je pense encore maintenant, c'était encore plus le cas pour le passé, mais ça évolue, on commence par 10 lignes qui font l'historique de toute la réglementation, et on finit au bas de la page par « voici comment faire ». Le public, il s'en fout de la réglementation. En fait, il s'en fout de l'historique. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est comment faire, en fait. Et donc, en fait, c'est cette culture, c'est passé effectivement de cette culture administrative à une culture... Alors, ça fait très business de dire orienté vers l'utilisateur, mais c'est fondamental, en fait. Et il y a ici à Bruxelles un organisme public qui s'occupe de simplification administrative. Son rôle est essentiel. Il doit nous bousculer, nous, pouvoir public, quand on met des démarches qui sont trop compliquées en ligne, pas nécessairement en ligne aussi, hein, parce que la démarche en ligne n'est jamais que le pendant de la démarche conventionnelle. Et donc, on doit être bousculé là-dessus. On doit nous dire, mais écoutez, c'est beaucoup trop compliqué, votre bazar. Ne demandez pas tout ça, vous n'en avez pas réellement besoin. Et donc ça, c'est un devoir. C'est une culture, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'en fait, c'est déjà en soi une démarche assez spécialisée d'ergonomie, en fait, de dire, bah oui, je conçois un nouveau service, une nouvelle prime, comment est-ce que je la conçois ? Ah, mettons plein de critères, des trucs, des machins, et on arrive avec effectivement une procédure qui est trop compliquée. Ça, c'est une chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, effectivement, comme pouvoir public à UCLE en matière effectivement d'inclusion numérique, c'est effectivement de partir du noyau qu'on a et de cet outil qu'on a qui est l'EPN. Et c'est formidable qu'il soit là. Moi, j'ai aucun mérite. Il s'est ouvert juste quand je suis arrivé en fonction. Et donc, c'est le travail de l'Echevin qui était en place avant moi. Et donc, j'ai cette chance. On m'a dit, monsieur l'Echevin, on inaugure l'EPN demain. J'étais là depuis 2 jours. Donc, c'est assez confortable. Mais bon, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait effectivement ? C'est qu'effectivement, c'est s'adresser à tous les publics qui sont en demande en fait. Et donc, c'est notamment effectivement s'occuper des seniors, c'est s'occuper d'autres publics qui sont là avec une envie. On parlait de ceux qui n'ont pas envie, mais puis il y en a qui en ont envie. Et il faut pouvoir répondre à ces publics-là. C'est pouvoir leur permettre effectivement de dépasser leur frustration, dépasser leur honte. Il y a vraiment quelque chose qui m'a frappé un jour, c'est que on parlait des jeunes, mais effectivement les jeunes, on dit les jeunes maîtrisent, mais non, c'est pas du tout le cas. Les jeunes, ils savent pas utiliser un traitement de texte. Les jeunes, quand ils sont face à un problème avec un ordinateur, ils essayent par tous les moyens, ils retombent sur leurs pattes. Une personne âgée, elle a peur. En fait, elle a peur de mal faire, elle a peur de casser le système, casser l'ordinateur, que tout ça se plante et qu'elle ne s'en sorte pas et qu'elle ne sache plus jamais utiliser. On parlait de budget, de niveau de vie. Un retraité, ça ne gagne pas bien sa vie. Enfin, ça n'a pas un bon niveau de revenu, même à UCLE, en fait. Et donc, devoir remplacer un ordinateur ou faire appel à un technicien pour faire une réparation, c'est un trou dans le budget. Et donc ça, effectivement, c'est la réalité dont on doit tenir compte. Et donc, effectivement, il faut accompagner les gens, les rassurer,
sur leurs usages, pouvoir leur permettre évidemment de dire ah oui, c'est ça en fait que j'ai pas bien fait. Ah mais ok, ça va, je vais encore essayer. La prochaine fois, ça ira mieux. Ou bien je rappellerai, ou bien je repasserai parce qu'effectivement, j'ai encore besoin. Et donc c'est dans cet accompagnement du quotidien qui doit permettre aussi aux gens de s'en sortir par eux-mêmes et de plus devoir peut-être un jour repasser par le PN, sauf parce que le PN est un chouette endroit. On peut boire une tasse de café tout en lisant un journal en ligne. Et ça, c'est effectivement un rôle essentiel aussi. C'est celui aussi qu'on retrouve dans des bibliothèques. Les bibliothèques, c'est pas juste un endroit où je viens chercher un livre, bonjour, au revoir. C'est aussi un lieu, effectivement, de socialisation, c'est un lieu de culture. Le PN, c'est un peu ça aussi, avec juste l'interface du numérique. Et donc, on doit effectivement aller vers les publics qui sont en demande par rapport à ça, qui sont en demande de pouvoir participer à ça et de leur permettre d'acquérir cette autonomie indispensable, parce qu'effectivement, l'idéal, c'est que pour toute cette démarche, en fait, qui ne sont vraiment pas l'essentiel de ce que aussi le net peut offrir. Faire un virement en ligne, franchement, c'est formidable. Et le net, je pense, et le numérique a tellement plus de choses à offrir que simplement ça. Et donc, c'est permettre effectivement de s'approprier tous ces autres usages, d'être plus à l'aise et d'acquérir en autonomie tout en comprenant ce qu'on fait. Et donc, il y a cette dimension d'éducation numérique, de réflexion critique sur le numérique que chacun doit avoir aussi et qui conduit peut-être effectivement certains publics à dire et on verra un peu comment on se sortira de cette crise, mais un jour, effectivement, on se dira fourte avec toutes ces visioconférences. On se voit et on est tous là. Moi, normalement, je n'aurais pas dû être là. Effectivement, j'avais dit je ferai la réunion, je ferai le forum en ligne. Puis je me suis dit non, François, termine vite cette réunion et vas-y vite parce que en fait, toi aussi, tu en as besoin. Tu as aussi besoin d'être avec les gens et de pouvoir discuter comme ça. Et heureusement, je pense qu'on va revenir à ça. Et on vivra avec des virus, on vivra sans doute avec d'autres pandémies. On sera peut-être un peu mieux préparé aussi. Mais voilà. Moi, je veux dire, effectivement, il faut et je pense que l'humain, en fait, le réclame. Alors ça, parfois, il le réclame violemment. On le voit au bois de la Cambre. Mais parfois, il le réclame aussi plus positivement. Et c'est toute la démarche, effectivement. Et c'est l'intérêt aussi de cette crise, c'est qu'en fait, elle permet aujourd'hui de se rendre compte combien la culture, le social, tout ce qui crée le lien entre les gens et qui fait que les gens effectivement ne sont pas juste dans leur cuisine avec un ordinateur à cuisiner et à faire leur virement, c'est que c'est fondamental dans nos vies. Mais, merci. Et justement, si je peux me permettre, je voulais adresser une question à tout le monde, mais je parle par Lorient ou qui a envie de répondre. Justement, tu parles, François, d'une éducation aux outils numériques, une éducation, un esprit critique à développer. On en a parlé aussi avec Véronique pendant des réunions. En fait, de plus en plus, et surtout avec les confinements, il y a une question de l'émergence de nouvelles fragilités. C'est la question de l'identité. La phrase typique, si c'est gratis, ça veut dire que le produit, c'est vous. Et donc, il y a toute une situation. Est-ce que ce type de connaissances, de questionnements arrivent aux EPN, sont débattus, sont discutés, sont présentés? Voilà, c'est un peu ça qui m'intéresse. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on peut constater un manque en fait de culture générale autour de ce que c'est le numérique et comment ça fonctionne parmi la population. C'est pas de la faute des gens, c'est tout simplement que c'est pas enseigné et qu'on peut pas apprendre ça tout seul. On a besoin d'avoir des pédagogues comme on en a en EPN. Et c'est vrai que tout l'aspect de la culture générale sur le numérique, dans quel contexte ça a émergé, comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce que c'est un algorithme, qu'est-ce qui se passe quand je suis sur Facebook, qu'est-ce qui se passe quand je suis enfermée dans une bulle d'algorithmes sur YouTube et Facebook qui me proposent toujours les mêmes contenus, et pourquoi, et comment en sortir. Mais aussi, en fait, le numérique, ça apporte aussi beaucoup de choses d'un point de vue humain, d'un point de vue social, ça permet de se connecter les uns aux autres. Et en fait, dans les EPN, c'est un petit peu la grande force des EPN, c'est le fait qu'il y ait des animateurs multimédia qui sont humains et qui sont là pour aider les gens. Et effectivement, les animateurs multimédia ont aussi une mission un petit peu d'éducation numérique au sens large, un petit peu une mission éthique en fait, qui est d'expliquer aux gens comment fonctionne
en fait, les logiciels propriétaires, par exemple le logiciel des GAFAM, le cloud, c'est très bien, mais du coup, qu'est-ce que ça implique? Il y a vos données, elles sont monétisées d'une certaine manière. Et ça, c'est vrai que les EPN ont aussi ce rôle-là, qui est très important pour que les citoyens soient beaucoup moins vulnérables face aux logiques marchandes. En fait, ce qu'on oublie souvent quand on a un utilisateur, par exemple, de smartphone, du numérique à un niveau relativement basique, ce qu'on oublie, c'est que derrière chaque application qui est installée sur notre téléphone, il y a une entreprise privée qui fait du profit. Et certes, c'est gratuit pour l'utilisateur, mais c'est pas si gratuit que ça, parce que quelque part, ces données sont utilisées, elles sont monnayées. Et une des missions des EPN aussi, c'est de pouvoir présenter aux usagers des alternatives à tous ces logiciels propriétaires, à cette logique marchande. Donc les EPN ont aussi pour vocation de promouvoir le logiciel libre, par exemple, et des solutions plus éthiques pour les utilisateurs. Voilà, donc il y a aussi cette mission d'éducation générale que les EPN font, et qu'ils feraient beaucoup mieux et plus efficacement s'il y avait plus de personnel pour tout ça. On dirait qu'elle a donné cours chez nous. Non, mais c'est vraiment ça. Nous, on commence nos modules d'initiation à l'informatique par ça, par l'idée, voilà, qu'est-ce que c'est Internet, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que c'est un ordinateur, qu'est-ce qu'il y a derrière, qui y a derrière. On parle évidemment de l'aspect marchand. On prévient les gens qu'ils ont un outil qui peut leur coûter de l'argent s'ils jouent en ligne et s'ils rencontrent les mauvaises personnes, mais aussi qui effectivement est un outil qui a des centaines de choix de logiciels pour faire, une dizaine pour faire du traitement de texte, une dizaine pour surfer sur Internet. Et donc, il n'y a pas que, effectivement, les GAFAM, qu'il y a des solutions pour beaucoup de choses. Et c'est notre plaisir à nous, puisque c'est un jouet pour les animateurs aussi d'utiliser plusieurs outils, de tester plusieurs outils. Ce sont aussi des gens qui sont en veille numérique permanente et qui apprennent sur le terrain, donc comprennent les outils, ont appris à faire du code en ligne tout seul. Et donc, ce sont effectivement, cette transmission est importante de qu'est-ce que vous avez entre les mains. Attention, ceci est un outil qui peut ne pas vous aider. On fait du on travaille sur la cybersécurité, on travaille sur les cyberattaques, sur la protection de la vie privée, directement, nous, tous nos navigateurs sont libres. Tous les outils qui sont sur nos ordis sont des outils libres et on pousse aussi à utiliser des outils gratuits. Ne payez pas ce que vous ne devez pas payer sur Internet. Ça, c'est le plus important, je pense aussi. C'est vraiment la base des modules de base en informatique qui apparaît. Non, peut-être rebondir aussi avec peut-être mes préoccupations à moi, ou nos préoccupations à nous sur... autour de la question de l'éducation populaire et qui me semble qu'ici il y a un écho particulier, non, dans le sens je crois que la démarche d'éducation populaire, c'est ne jamais partir du fait que les gens ne savent pas et que nous on sait. Quand on est dans la démarche toi tu crois, moi je sais, c'est fini. Là, il n'y a rien en tout cas, il n'y a plus d'éducation populaire, il y a juste de la domination. Et je pense que dans ce que vous dites, il y a en tout cas moyen d'arriver à une démarche où l'espace public numérique n'est pas un endroit où il y a des gens qui ne savent pas, qui sont en manque, qui, selon certains textes, manquent même des maturités, alors que ça, souvent ce sera des adultes, mais des gens qui arrivent avec ce qu'ils savent aussi sur le monde dans lequel ils vivent, qui savent aussi sur ce à quoi ils sont confrontés. C'est-à-dire qu'ils savent, par exemple, peut-être beaucoup mieux que tout un tas de gens qui passent leur vie à numériser le monde, quelles sont les limites de ça et qu'est-ce que ça empêche. Peut-être qu'il le disait aussi il y a quelques temps, non, quand on dit les liens sociaux, oui, ça a l'air rigolo, etc.
c'est peut-être plus que juste rigolo que c'est d'avoir à se confronter à la file, à la banque ou des trucs comme ça. Donc c'est pas non plus que j'y tiens des masses, mais peut-être que des gens, qu'il y ait des espaces où on puisse discuter, où quand quelqu'un vient et dit non, là on a numérisé un truc et on est en train de perdre quelque chose et vous voyez pas ce qu'on est en train de perdre, parce que la manière marketing dont on présente les nouvelles technologies, c'est toujours un plus, c'est toujours un mieux, c'est toujours une capacité en plus, et pouvoir avoir des espaces où on se rend compte que non, là on perd quelque chose, et au moins se rendre compte qu'est-ce qu'on est en train de sacrifier dans cette histoire-là, me semble vraiment essentiel. Et je crois que si ces espaces numériques peuvent être un lieu des pensées de ça, justement des pensées de numérique, pas des diffusions de numérique, mais des pensées de qu'est-ce qui fait cette numérisation, ça peut vraiment être des lieux essentiels à l'avenir. Le rôle des espaces publics numériques est lié à l'inclusion numérique. Donc effectivement, c'est un peu la mission de base. Maintenant, dans l'urgence, on résout ce problème. Mais effectivement, quand on est dans une période un peu plus calme, où l'urgence est moins forte, on arrive à développer des ateliers, plus d'éducation générale sur le numérique. On arrive à développer des débats, enfin des rencontres autour du numérique. Ça, c'est un peu, je dirais, le must de l'EPN, et en faire un lieu aussi de réflexion, de ressources, même de création de contenu. C'est notre dada, on est fan de ça. Tous les animateurs me disent « Ouais, maintenant, qu'est-ce que je peux faire comme atelier de création de contenu avec un public spécifique ?» Que ce soit des mamans de quartier qui peuvent raconter leur vie, qui peuvent créer un blog, etc. Mais on pouvait faire ça en 2008, en 2010. Maintenant, on ne peut plus le faire parce que notre mission est revenue à une mission d'urgence. Donc, on espère pouvoir continuer ce genre de projet un peu plus... qui prennent plus de temps, en fait. On est dans le timing, justement. Voilà, je vais m'arrêter là. La voix off des labos qui maintenant fait des messages numériques informatisés off. Voilà, on dévoile les mystères. Je voulais simplement dire qu'on a encore une dizaine de minutes. Ah, Voilà. Et à la fin, vous verrez labo. Ceux qui sont restés, non, j'aime bien ceux qui sont restés, ils verront qu'elle te dit là. J'aime bien les mystères du numérique, et de baisser la tonalité de ma voix, ouais. Donner un peu des charmes. L'image, non, même pas. Mais par rapport à toute la discussion qu'on a eue, les différents sujets, et François aussi a dit quelques mots par rapport à ma prochaine petite question, c'est une curiosité, parce que en tant qu'opérateur culturel, moi et mes partenaires, en entrant, évidemment, on a vécu les confinements, les restrictions sanitaires. On est en train de vivre une possible déconfinement, surtout les milieux culturels, les secteurs culturels est en train vraiment de se mobiliser par rapport à ça. Mais il y a une situation encore incertaine. Est-ce qu'on a une vision de comment le numérique, de comment la situation va évoluer, mais de comment aussi la fracture numérique va évoluer, c'est-à-dire on est en train de se préparer à intégrer de plus en plus le numérique, ou comme François, par exemple, souhaitait avant, disait, on revient à rencontrer les gens. J'espère que demain, peut-être, voilà, cette réunion d'aujourd'hui, on va l'organiser pas seulement avec les intervenants, sans couac technique, et avec du public en présentiel, où on doit s'adapter. Et cela implique aussi qu'il y aura une évolution de la fracture numérique, de nouveaux défis à considérer. Ça, c'est de la question. Oui, boule de cristal. Je ne l'ai pas apporté. Zut. Non, mais de nouveau, on n'a pas beaucoup de réponses par rapport à ça. Mais je pense qu'en tout cas, ce que cette période
période Covid, comme on l'appelle, nous a apporté aux EPN, c'est effectivement une visibilité finalement, comme disait François au début. C'est vrai que nous, on était un peu dans l'ombre. Et par rapport aux usages, je pense, pour répondre vraiment à ta question, je pense que par rapport aux usages numériques dans la société, certains usages numériques vont rester. Donc effectivement, les besoins vont continuer à se développer aussi au niveau des besoins de compétences numériques. Et que les EPN vont aussi devoir s'adapter à l'après. Au niveau des compétences des animateurs. Moi, je suis souvent en discussion, en brainstorming avec les animateurs de, oui, qu'est-ce qu'on doit encore développer comme atelier? Là, on a développé un atelier de télétravail, par exemple, une formation en télétravail, ça marche très bien, mais on sait que ça ne va pas durer. Est-ce qu'on va la garder par après? Ou est-ce qu'on va passer à autre chose? Est-ce qu'on doit développer plus de la création de contenu? Est-ce qu'on doit... Donc, on a en fait... L'animateur multimédia est un métier aussi qui permet d'évoluer en permanence. On ne fait jamais la même chose. On n'est jamais dans le quotidien, enfin dans l'habituel. On change tout le temps de public, on change tout le temps d'atelier, on change tout le temps de contenu. Donc c'est hyper riche au niveau, c'est un laboratoire de contenu. Et je pense que oui, c'est peut-être une fenêtre qui nous est accordée avec le Covid, mais je pense que les usages vont continuer. J'ai toujours dit, moi j'étais engagée en 2006 par la commune de Saint-Gilles pour faire ce projet 6, c'était un budget européen, donc gros budget, donc il y avait des financements à cette époque-là qui étaient donnés pour l'inclusion numérique par l'Europe. Pendant de 2000 à 2006, il y a eu aussi beaucoup de financements, donc quelques EPN ont ouvert leurs portes, c'était vraiment un boom des EPN. Et ces EPN sont morts, je dirais, ou on continue à vivoter péniblement jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à, je dirais, 2018. Et effectivement, on m'a toujours dit, oui, mais bon, l'inclusion numérique, c'est un truc passager. On va te faire un contrat de 2 ans parce qu'on n'a pas le budget après. Et après, en 2008... On parlait de ça 2006, 2008, il y en a qui n'étaient pas nés. Eh bien, voilà, il n'y aura plus de fracture numérique, ce ne sera plus un problème. Voilà, ta réponse, elle est là. C'est que dans 10 ans, je pense que je serai toujours là, dans un EPN, et je pense qu'il y aura toujours besoin d'un EPN. Pourquoi? Parce que effectivement, ça peut être aussi des outils de développement. Si on a un peu d'imagination et qu'on la met dedans, je veux dire, ça peut être des outils. On parlait d'hackathon. En France, je pense qu'ils sont vraiment plus loin que nous à ce niveau-là. Enfin, ils étaient. Je crois qu'ils sont même revenus au même stade que nous, mais au niveau de développement des outils, de l'outil EPN, il y a moyen de faire plein de choses, sans remplacer un centre culturel, sans devenir un espace ou une bibliothèque. Mais il y a du boulot d'avenir là-dedans, moi j'y crois. Tout à fait. Voilà. Je ne sais pas si François et Laurent voulaient aussi commenter. Juste rajouter quelques mots, oui, effectivement, et revenir à ta définition de l'EPN au départ, espace public numérique. Et donc, effectivement, j'ai longtemps travaillé dans une autre vie, avant de devenir échevin, dans un organisme public qui équipait les EPN. Mais en fait, notre mission, c'était juste de mettre des ordinateurs. La mission de la commune, c'était on trouve un lieu. Et puis, en fait, l'essentiel, effectivement, c'est d'en faire un lieu de rencontre. Et effectivement, ces personnes qui sont des animateurs. Et les animateurs, ils trouveront toujours des idées d'animation. Et il y aura toujours un besoin. Effectivement, la fracture numérique, elle va continuer d'exister. Je suis persuadé que moi, échevin des nouvelles technologies dans la commune d'Uccle, dans 20 ans, quand je serai retraité, je serai retraité avant, à un moment donné, je vais être largué par rapport à quelque chose, en fait. Et je serai content, effectivement, de pouvoir trouver de l'aide, de pouvoir en parler. Juste pour peut-être pouvoir en parler, en fait. Parce que je ne vais peut-être pas nécessairement compter sur mes enfants ou petits-enfants, si un jour j'en ai. Mais voilà. Parce qu'aussi, j'aurais besoin de trouver quelqu'un de spécialisé pour m'en parler. Et pas... Moi, c'est quelque chose que des seniors, des dames seniors m'ont dit dans certains ateliers. Elles étaient là, elles échangeaient, elles avaient tout un smartphone. Elles disaient, moi, j'en ai marre de mes petits-enfants. Hein. Ils viennent
tu viens de tout changer dans mon smartphone, je retrouve jamais rien. Donc il ne faut pas compter sur les jeunes pour expliquer aux plus âgés comment ça fonctionne, parce qu'en fait, les logiques de réflexion sont pas les mêmes. Et de toute façon, les jeunes, comme on l'a dit, ne comprennent pas en fait ce qu'ils font. Et donc il faut des gens dont c'est le métier et qui vont continuer à réfléchir, à brainstormer sur qu'est-ce qu'on fait en fait pour mettre de l'humain. Et c'était le thème de notre discussion. Hein, qu'est-ce qu'on fait pour ramener de l'humain dans le numérique? Et l'humain, en fait, c'est quelqu'un qui est un être social, c'est un être qui réfléchit au monde dans lequel il évolue, et qui a envie d'en être. Et donc, on doit faire cet accompagnement. Et heureusement, on a encore beaucoup de boulot en fait à faire et à faire dans cette direction-là. Le numérique, c'est jamais qu'un outil, comme le livre est un outil. Et voyez, comme dans les bibliothèques, on travaille sur la diffusion de l'outil, sur la compréhension de l'outil. On parlait d'éducation numérique, ben oui, comprendre aussi la télévision. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, c'était la télévision qu'on essayait de comprendre ce que c'était. Hein, l'éducation, qu'est-ce que c'est un JT, comment ça fonctionne. Pareil, un journal imprimé, comment ça fonctionne, qui est derrière, quelles sont les puissances économiques derrière, comment est-ce qu'une information vient dans le journal et où n'y est pas, etc. Eh bien, on sera dans les mêmes réflexions, et on est dans les mêmes réflexions, et je pense que dans 20 ans, effectivement, on sera toujours là, parce qu'il y aura toujours un besoin de décortiquer le monde dans lequel on vit et d'en faire partie. Merci. Lauriane, un tout dernier mot par rapport à ça. Oui, mes collègues ont tout dit, mais juste, en fait, les espaces publics numériques, c'est vraiment des acteurs en fait d'avenir, et c'est un petit peu vraiment les meilleurs acteurs pour pouvoir se charger de cette mission, parce qu'on l'a vu, c'est très complexe. C'est pas seulement les démarches administratives, c'est aussi toute la culture autour du numérique et surtout le lien social. Et les espaces publics numériques répondent à ce besoin et répondent en fait à toutes les problématiques, et surtout ils savent s'adapter. Et donc à Bruxelles, les EPN sont très méritants. Ils font vraiment un énorme travail, parfois avec des budgets très serrés. Et les animateurs multimédia arrivent à s'adapter et arrivent toujours à répondre aux attentes du public, quel que soit leur statut, qu'ils soient bénévoles, que ce soit des mi-temps, qu'ils soient en temps plein. Ils arrivent à remplir ces missions et ils ont vraiment beaucoup de mérite. Et c'est vraiment un métier sur lequel il faut travailler et qu'il faut pouvoir pérenniser. Mais merci. Je remercie Lauriane Pauliac, je remercie Véronique Guizen, François Lambert Rambosch. Je remercie, même s'il n'a pas pu intervenir à distance, Renaud Ziegler de l'EPN des Verts, du Centre culturel des Verts, et la voix off, la peau, qui n'apparaîtrait pas. Et je laisse les derniers mots à Guillermo pour clôturer l'événement. Je ne vais pas faire des derniers mots, enfin simplement revenir un peu à ce qu'on avait dit au départ. On voit bien que les espaces publics numériques, les ateliers numériques, etc., sont des lieux extrêmement intéressants, mais on voit aussi très bien que c'est extrêmement complexe et que l'idée, il y a la solution, c'est tout numériser, et si ça ne marche pas, on met un peu d'atelier et on saupoudre un peu d'ordinateur. C'est simplement une manière de faire exploser toutes sortes d'inégalités. Donc, je pense que la numérisation telle qu'elle va avancer, puisqu'elle de fait va avancer, il faudrait tout de même qu'on puisse la penser à partir de toutes ces problématiques-ci et des autres problématiques qu'on développe depuis quelques temps ici. Et je pense que ça devient de plus en plus important. Tu parlais tout à l'heure de l'écriture. La séance précédente, justement, c'était une spécialiste de l'écriture qui expliquait qu'est-ce que ça avait changé, l'apparition de l'écriture, l'apparition ensuite de l'imprimerie, etc. Et comment ça avait modifié le monde, sauf que ça l'avait modifié sur des milliers d'années. Là, cette fois-ci, on n'a pas eu les milliers d'années d'assimilation. Et il faudrait voir comment on peut introduire de la pensée, comment on peut introduire des prises dans tout ça, et comment on peut un peu stopper les délires solutionnistes. Voilà, merci.